Mesdames et messieurs, bienvenue à cet événement du Club Innovation Rennes School of Business Alumni. On est extrêmement heureux de vous voir si nombreuses et si nombreux. C'est une soirée, c'est un record. C'est un record d'audience, c'est extraordinaire. On n'osait pas imaginer qu'il y aurait 80 inscrits il y a à peine 2 semaines, et vous êtes 100 inscrites et inscrits ce soir. Donc voilà, c'est juste pour avoir eu la primeur du deck, vous avez très bien fait de venir, et je pense que vous serez encore plus content d'être là d'ici une petite heure. Voilà, pour vous toucher quelques mots et pour vous expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc le Club Innovation, c'est un des nombreux clubs business au sein de l'association des anciens de Rennes School of Business. Nous traitons des thématiques d'innovation, de diverses natures. Ça peut avoir trait à l'entrepreneuriat, à la technologie, aux nouveaux usages, aux nouveaux modes de consommation. On a un agenda très riche puisque on a la chance d'être 4 responsables de club et donc de pouvoir avoir une politique événementielle plutôt fournie. On a fait plein d'événements sur la gamification, sur les pitchs de start-up, sur l'innovation frugale, le design systémique et consorts. La plupart d'entre eux ont été captés, sont trouvables sur YouTube dans les liens que vous recevrez en bas des signatures de mails, donc il faut bien lire les mails de récap. Et voilà, c'est donc 200 personnes, alumni et non-alumni de Rennes, parce qu'on a un club ouvert, donc voilà, qui organisons ce genre de soirée ouvert à toutes et à tous. Donc merci d'en être. Et j'aimerais qu'on commence cette soirée par faire un tonnerre d'applaudissements pour Max qui a fait un travail extraordinaire. Voilà. Maintenant, la parole. Merci Rémi. Et toutes mes félicitations encore. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Maxime, je suis de la promo P25 de l'école. Je fais partie de Alad depuis plus de 2 ans et demi aujourd'hui. La même entreprise que Rémi, un deuxième Rémi qui interviendra un peu plus tard dans la soirée. Encore une fois, on est ravis de vous voir aussi nombreux. Franchement, on est super contents. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, surtout sur une deuxième année. C'est la 2e édition. La première édition a eu lieu il y a à peu près 1 an, jour pour jour. L'idée, on a battu le record puisque l'année dernière, on était à 65 participants. Globalement, on a eu des speakers qui ont abordé tout le cycle de vente, inspirés des startups et des scale-up issus du Next 40, donc les entreprises les plus en forte croissance en France, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la détection de l'opportunité en passant par le product market fit, c'est-à-dire aller chercher ses premiers utilisateurs, jusqu'à la période de growth, donc vraiment du passage à l'échelle, jusqu'à la rétention des clients. Globalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce premier décryptage lié au cycle de vente, c'était vraiment d'un point de vue prospect. Quelle est l'expérience que je vis en tant que prospect ? On s'est intéressé finalement, on a décortiqué la posture d'un point de vue sales, on s'est intéressé aussi au pitch deck, à la manière de pitcher et de vendre son produit, la négociation, bref, tout le cycle de vente qui est perceptible d'un point de vue prospect. Cette fois, on va voir l'intérieur des organisations, c'est-à-dire toute l'ingénierie commerciale qui permettent finalement à ces commerciaux d'être hyper efficaces et de se concentrer sur leur cœur de métier. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va regarder l'organisation, c'est-à-dire comment, au fur et à mesure qu'on grossit, comment on organise les équipes et les marchés qu'on va adresser. Les infrastructures techniques, parce qu'il n'y a pas de croissance sans s'appuyer sur une infrastructure technique et donc les outils. La stratégie pricing, le go-to-market, la formation des sales pour s'assurer qu'on devienne des experts produits de notre marché, et également les prévisions financières, toujours cet objectif d'avoir un coup d'avance et de savoir ce qu'on va faire et d'y allouer les ressources adéquates. C'est le thème de cette 2e édition. Ce sont du coup toutes les opérations liées à ce qu'on appelle les sales ops. Les sales ops, ce sont des équipes transverses qui viennent accompagner les commerciaux. Sur la gauche, vous voyez typiquement une organisation qu'on peut retrouver dans des environnements tech. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on a un lead, donc avec un vrai problème à résoudre. Généralement, c'est le SDR, c'est la personne qui contacte ces entreprises, qui est en charge de décrocher un premier meeting, qui passe ensuite à un account exécutif. Account exécutif, ça veut dire quoi sans anglicisme? Un commercial. Ce commercial va essayer de convertir et de closer ce prospect et le donner ensuite au CSM. Et on voit cette équipe SalesOps qui gravite autour et qui est là vraiment en support de ces équipes. Et quand on s'intéresse d'un peu plus près, cette équipe SalesOps peut se décliner en 3 sous-groupes, 3 sous-teams avec différents rôles. D'abord le Sales Enablement. Concrètement, ce sont des personnes, des équipes qui sont en charge de mieux vendre,
la qualité du contenu, par exemple de rédiger un sales playbook, s'assurer que toutes les étapes de vente soient décrites et documentées et à chaque fois finalement ajustées en temps réel, toute la partie formation et aussi compétences des équipes. La deuxième grande équipe, c'est la partie Sales Ops, vraiment tout ce qui est lié à l'outillage, le process, s'assurer que ça soit assez fluide, qu'on vende le plus rapidement possible. La troisième grande équipe liée au Sales Ops, c'est le planning et strat, toute la vision liée au go-to-market, la manière dont on va adresser les clients et se projeter sur une vision financière et l'organisation qui en découle. Quand on regarde finalement les chiffres et quand on regarde aussi l'allocation des ressources des entreprises en plus forte croissance, il y a un chiffre qui est assez marquant, c'est que plus 5% de leur budget est alloué à l'efficacité continue et l'efficience des ventes. C'est pas moi qui le dis, c'est Winning by Design. Donc c'est une organisation un peu à l'image d'un cabinet de conseil qui aide les entreprises à structurer leur cycle de vente. C'est un peu les premiers à avoir théorisé finalement le cycle de vente de A à Z pour des entreprises B2B dans la tech. Par exemple, ils ont accompagné Google, ils ont accompagné aussi Salesforce, Adobe, des entreprises qu'on connaît, voire qu'on utilise. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir justement ces membres de ces équipes, 3 intervenants, Victor Ruzet, qui a été Head of ResOps chez Alma, VP Ops chez Jelly Smack, donc 2 licornes, et qui a eu le grand défi d'amener ces entreprises à la rentabilité. On a une alumni de l'école, Alicia Métivier, P26 de l'école, Sales Ops chez Lydia, et Rémi, qui fait partie de Alan et qui vient tout droit de Belgique aussi pour cet événement. Un grand honneur d'applaudissements pour ces speakers. Bonsoir à tous, merci. Et on est parti. Donc Victor Ruzet, j'étais Head of RevOps chez Alma jusqu'à il y a quelques jours, donc si vous avez un job pour moi à la fin, n'hésitez pas à venir en parler. Donc ce soir, je vais vous parler un tout petit peu d'Alma, donc je vais juste recontextualiser. Alma, c'est une solution SaaS qui permet d'implémenter du Buy Now Pay Later chez des marchands. Buy Now Pay Later, c'est un crédit très court, sur 3 ou 4 fois en général. Et Alma, c'est plutôt une success story, lancée en 2018, plus de 300 collaborateurs, et une rentabilité qui est dans quelques années, et surtout un volume de clients captés qui est important, ce qui permet donc, quand on met ces 14 clients dans des process, d'avoir vraiment des insights assez forts et d'être capable de mettre au point des stratégies qui sont backées par de la data. Hop. Donc j'ai commencé avec ce graphe que j'aime bien. Bleu, c'est une entreprise classique qui grossit, qui en fait investit ce qu'elle gagne. Donc c'est le monde plutôt classique. Et rouge, c'est une stratégie de scale. Donc c'est une boîte qui est perfusée de capitaux, en général de venture capital, qui du coup croît beaucoup plus vite parce qu'elle peut se payer le luxe d'avoir une équipe sales qui est grosse, 5 fois plus grosse que ce qu'elle devrait être. Elle peut se payer le luxe d'être sur un marché non rentable pendant très longtemps. Elle peut aussi se payer le luxe de développer plein de produits pour aller capter tout un marché qu'elle aurait mis beaucoup plus de temps à capter. Donc ça permet d'aller vite. Mais le problème de quand on va vite comme ça, c'est qu'on peut avoir des petits effets très désagréables quand le marché se retourne, où en fait on se retrouve avec une équipe pléthorique, une rentabilité qui n'est pas là et des gens qui demandent un retour sur investissement plus rapide qu'anticipé. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé parce que moi, en gros, j'ai été appelé par Alma. Enfin, Alma m'a débauché de Jelly Smack à peu près ici. Donc c'était to the moon. Croissance hyper rapide, et en fait en 3 mois, donc j'ai dit oui en mai, quand je suis arrivé en septembre c'était fini. Là l'idée c'était de faire ce qu'on appelle la sustainable growth, donc en fait d'arriver à vendre quelque chose qui soit rentable quasiment tout de suite ou très rapidement pour ne pas avoir besoin de capitaux tout de suite. Et donc ça c'est la mission qui m'est déchue, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on a fait ça en à peu près 1 an et demi. Tout est vrai, sauf ce qui ne l'est pas, et sauf ce que j'ai un peu simplifié. N'hésitez pas à poser des questions après, on peut aller plus dans le détail, c'est volontairement un peu simplifié. Donc comment est-ce qu'on a fait pour passer du scale à une sustainable growth? En gros, on a l'étape 1, c'est le go-to-market, c'est de l'intentionnalité, c'est savoir pourquoi on fait quelque chose. Historiquement, Alma avait fait le choix de ne pas faire de choix. Tout nouveau client était bon à prendre. Et là, à partir de ce moment-là, on fait le choix de se dire, on prend des clients et ce qui, on va voir ce que c'est, et comment on va le chercher, comment on adapte sa stratégie. L'étape 2, c'est un exemple d'exécution dans le funnel. On allait chercher, capter de la valeur avec une augmentation de prix, beaucoup d'augmentation de prix en ce moment, dans un monde inflationniste, et du coup c'était une opportunité pour Alma d'aller chercher de la valeur
l'enjeu pour nous, c'était de ne pas perdre nos clients au passage, parce qu'on avait une base de clients qui nous permettait d'amortir nos coûts. On ne pouvait pas se permettre d'en perdre beaucoup. Et la troisième partie, c'est le tooling. Tout ce qu'on va voir nécessite des outils pour stabiliser, pour être en mesure de déployer. Et donc, c'est absolument clé. Ça occupe d'ailleurs en général un tiers du temps des RevOps et quasiment tout le temps de l'enablement qui derrière doit expliquer comment ces outils fonctionnent aux sales qui vont les utiliser. Donc voilà la lettre de mission qu'on avait. Et on va commencer par le go-to-market et l'intentionnalité. Je vais vous proposer un framework qui est Winning by Design. Donc Winning by Design, comme l'a très bien dit Maxime, c'est relativement partagé et c'est très efficace. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, dans un premier temps, on va se doter d'un framework pour comprendre notre modèle. En fait, on va abstraire le monde dans lequel on est avec un framework. Dans un deuxième temps, on va se doter d'une North Star. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On a fait ce framework, pourquoi? Quelle aiguille on essaie de faire bouger? Pourquoi est-ce que c'est la bonne? Et après, on va adapter notre stratégie pour raffiner, affiner et exécuter in fine quelque chose qu'on aura défini avant. Donc comprendre son modèle. Donc j'ai choisi le bow tie modèle, donc le nœud papillon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce modèle s'applique à absolument tout. Et je vais vous le montrer juste après avec deux exemples diamétralement opposés. Mais l'idée, c'est qu'il y a un premier temps, on va chercher les bons clients. Donc on va s'autoriser à perdre des gens. Ce qui est hyper paradoxal, c'est qu'au début de l'entonnoir, il peut y avoir 10 000 prospects. À la fin, il n'y aura peut-être que 500 clients signés. Et c'est pas grave, parce qu'a priori, on aura les 500 bons si on a bien fait notre travail. Ce qui est hyper utile avec ce modèle, c'est qu'il y a des grandes étapes. On voit prospect, MQL, SQL. C'est des grands noms classiques qui peuvent être différents d'une entreprise à l'autre, mais qu'il faut s'astreindre à retrouver afin d'être en mesure de structurer et après de mettre en place les bons KPI. Et la deuxième partie, qui est la partie la plus intéressante quand on veut gagner de l'argent, c'est l'expansion. C'est en fait, une fois qu'on a ces clients, comment est-ce qu'on extrait le plus de valeur avec eux. Pas à leurs dépens, mais vraiment avec eux. Et ça, c'est comment est-ce qu'on crée de la récurrence, comment est-ce qu'on augmente, comment est-ce qu'on fait de l'expansion. Là aussi, il y a quelques étapes clés qui peuvent varier d'un client à l'autre, mais qu'on retrouve quasiment partout. Et je vous propose de vous prouver que ça marche sur tout type de segment. Premier exemple, un cycle de vente sans commercial. Donc c'est par exemple Notion, HubSpot, Slack. On va sur le site, on s'inscrit et on a l'outil. Comment ça se passe? Il y a un parcours client qui est généralement relativement autonome et qui pourtant a été patiemment mis au point par le marketing et le produit. On commence par tomber sur un article de blog. Par exemple, si je tape quelque chose sur le price increase, je risque de tomber sur ChargeBee qui m'a fait un super article de blog et qui me dit à la fin, et si d'ailleurs tu veux le faire, utilise donc ChargeBee. On va sur le site, on opt-in, c'est-à-dire qu'on rentre dedans, en général c'est un SaaS, on met juste son mail, et là on a une phase de test. Une phase de test qui est généralement gratuite ou quasi gratuite, ça peut être un freemium, donc il manque quelques features, mais en tout cas on est sur l'outil, et on arrive assez rapidement sur le moment où on nous demande de payer, donc on a en face de nous des offres. En général, elles nous correspondent parce qu'elles ont été bien faites, elles correspondent à l'usage qu'on a pu faire. Et après, on rentre dans la partie expansion, donc là, on est devenu un client. Il y a un aha moment, le moment où en fait l'outil délivre énormément de valeur. En général, sur Notion, par exemple, c'est le moment où on commence à inviter ses collègues en leur disant « j'ai fait un truc, c'est trop bien, viens donc le voir ». Et pas de chance, c'est aussi le moment où Notion devient très cher. Donc c'est ce aha moment où en fait on devient soi-même un ambassadeur de l'outil en interne. Ce aha moment génère de l'utilisation de plus en plus de personnes et enfin du réengagement. Et c'est le moment où, en général, si on a une masse critique un peu importante, on a un Notion, Slack qui appelle et qui disent bon bah vous êtes 300, on peut peut-être commencer à parler de quelque chose. Et parfois ils ne le font pas parce qu'en fait à 300 on est très content de payer $20 sa licence parce que ça déploie déjà beaucoup de valeur dans l'organisation. Dans ces funnels-là, on n'a eu aucun sales. On a donc quelque chose qui, d'un point de vue RevOps, fonctionne quasiment tout seul. Si on a les bons paramètres, ça marche bien. Ce qu'il ne faut pas faire dans ces funnels-là, c'est avoir le mauvais client. Le mauvais client, c'est la personne qui en fait ne va pas savoir l'outil, qui va devenir un détracteur, qui va dire tout le monde, en fait Slack c'est nul, je suis allé dessus, j'ai pas su quoi faire, c'était pas bien. Il faut aussi pas avoir le mauvais produit. Il faut avoir un produit qui est self-led. En fait, la personne est capable de l'utiliser sans avoir un grand cours. Et il faut avoir beaucoup de contenu pour attirer les gens, sinon c'est très cher de faire de l'acquisition de clients. Donc ça, c'est ce premier funnel qui s'applique parfaitement au bow tie model. Le second, c'est l'exact opposé. C'est un très très grand groupe qui déploie un SaaS. Et dans ces cas-là, on a des stratégies très différentes. Donc déjà, on a non seulement un sales, on a aussi souvent un account manager. Et ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, c'est plus du tout une mer de prospects qui vient spontanément sur le site. C'est en général une liste de gens bien définis qui a été identifiée par le marketing et les sales qui reçoit une campagne, qui va à un event. C'est des gens targetés, donc on a quelque chose qui est bien plus ad hoc,
qui vise à déclencher quoi? Une phase d'échange avec un sales qui est une phase de conseil. Le sales n'est pas là pour vendre, il est là pour dire bah en fait, on va t'aider ou on ne va pas t'aider. Son enjeu à lui, c'est de ne pas accepter quelqu'un qui ne va pas pouvoir aider, parce que sinon son business case ne sera pas là et il ne pourra pas justifier la valeur de son outil. Suit donc le business case, puis en général une phase un peu technique d'avant-vente, un poke, quelque chose qui permet de prouver que oui, l'outil va non seulement fonctionner, donner de la valeur, mais est déployable dans l'écosystème. Et après, classique, onboarding, adoption et expansion. C'est le moment où en fait, la machine se met en route, il y a eu un premier ROI et on peut commencer à grossir. Et donc là, pareil, c'est le même framework qui permet aussi d'adresser l'exact opposé de tout à l'heure, donc quelque chose qui est une boîte du CAC 40 ou du SBF 120, qui a un problème très très précis et qui va prendre sa décision d'un point de vue très financier. Donc ce framework marche.